Oui, ça devrait être marqué, mais j'ai pas. Bonsoir à tous. On va commencer sans plus tarder. Alors, je suis très heureux de vous accueillir. La médiathèque Louis Aragon est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette rencontre avec Camille Villanové qui vient, donc c'est une conférence qui est faite aujourd'hui en préambule au concert héroïque de l'Orchestre national d'Île-de-France qui se tiendra au Théâtre Victor Hugo le 15 avril prochain à 20h30. Mercredi 15 avril à 20h30, si vous n'avez pas encore réservé vos places, de toute façon je pense que Mme Villanové va nous donner le goût et nous donner envie d'aller à ce concert le 15 avril prochain, de Beethoven. Et ce soir, Camille Villanové va venir nous parler qui a fait une formation en musicologie, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure, et elle est médiatrice pour l'ONDIF, donc c'est pas la première fois, je suppose, que vous faites une conférence. Je fais ça à longueur de temps. Autour de la musique viennoise, Mozart, Beethoven et Schubert, ce seront les trois compositeurs qu'elle va nous présenter ce soir, en préambule donc à ce concert qui aura lieu le 15 avril prochain. Je vous laisse peut-être le soin de vous présenter un peu plus en détail, et puis entrons tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Alors on a dit qu'on allait se passer le micro, mais si jamais il y a un souci, il y en a un. Si vous êtes c'est un peu limite, vous me dites, c'est très facile. Donc effectivement, moi je travaille à l'Orchestre national d'Île-de-France. Vous connaissez cet orchestre? Oui. De nom. Je crois que ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu jouer à Bagneux et même dans les environs. C'est grâce au directeur du conservatoire que ce concert va avoir lieu. Et on a l'habitude, quand les théâtres le demandent, de proposer des conférences ou des séances de sensibilisation pour donner au public des clés d'écoute. Alors mon objectif, comme l'a très bien dit monsieur, c'est qu'au terme de ce temps qu'on va passer ensemble, vous preniez tous un billet pour le concert. Si vous l'avez déjà, alors que vous en parliez autour de vous. Déjà, je l'ai tout à l'heure, ce matin. Alors, je ne travaille pas parmi les musiciens de l'orchestre, je suis une musicienne amateur, mais je fais vraiment partie de l'équipe administrative. Je suis une des permanentes de l'Orchestre national d'Île-de-France et je suis rattachée au service de l'action culturelle. C'est un orchestre qui développe énormément tout ce qui est action culturelle et pas seulement auprès des jeunes. Parfois, on donne l'occasion à des adultes amateurs de chanter avec l'orchestre. Et on fait aussi beaucoup de séances de sensibilisation auprès des primaires ou des collèges pour qu'ils découvrent la musique symphonique. Et puis je m'occupe aussi beaucoup de la musique contemporaine à l'orchestre. Mais là, dans le programme, aujourd'hui, on n'est pas dans ce répertoire-là. On aura l'occasion de dire un peu plus de mots sur cet orchestre qui est assez particulier, évidemment, auquel je suis très attachée. Mais je suis aussi là pour vous préparer à ces trois œuvres. C'est un programme qui est très classique. Une façon la programmation est vraiment typique d'un concert symphonique. Vous aurez une ouverture dans le style italien de Schubert, une petite pièce qui porte bien son nom pour se préparer, et qui a été d'ailleurs composée dans cet esprit-là par Schubert, puis un concerto pour piano. Après, il y aura un entr'acte, et après, le plat de résistance, la symphonie héroïque de Beethoven. Et la plupart des concerts d'orchestre dans le monde entier sont construits comme ça, ouverture, concerto, symphonie. Donc là, on est dans les clous. Et alors, ces œuvres ont plusieurs points communs. Ces œuvres ont été composées à Vienne. Trois compositeurs qui se sont croisés les uns les autres à Vienne. On essaiera de temps en temps de donner des petits repères chronologiques. Et à travers la découverte de ces œuvres, ça va être l'occasion pour nous de parler comme ça, par bribes, de la vie musicale dans cette capitale européenne de la musique au tournant du XIXe siècle. Et puis de parler aussi de l'évolution du langage, de cette transition. On est en plein dans la transition de l'époque classique vers l'époque romantique. Entre le concerto de Mozart et la symphonie héroïque, on l'entendra, ce sera vraiment patent qu'on change d'époque. Moi j'aime bien proposer ces conférences plus sous la forme d'un atelier, la prise de parole est libre. Je sollicite dans les nombreuses écoutes que l'on va avoir vos impressions, vos remarques, vos connaissances, parce que j'ai l'impression que pas n'importe quel public. Et puis à la fin aussi, on peut prévoir un temps plus de questions ou d'échanges, mais n'hésitez pas en cours de conférence d'intervenir. Alors on va commencer, moi je vais être vraiment très simple, je vais suivre le programme du concert, qui n'est donc pas tout à fait chronologique, parce qu'on commence par l'œuvre de Schubert qui date de 1817, 1816, 1817. Puis après je vous parlerai du concerto de Mozart. Donc on remonte en arrière dans les années 1787, la fin de la vie de Mozart.
Et puis on terminera donc, par la symphonie héroïque où il y a beaucoup de choses à dire et à écouter. Cette symphonie de Schubert s'intitule, alors c'est pas cette ouverture, c'est pas une des ouvertures les plus connues de Schubert, il a écrit des ouvertures vraiment pour ses opéras. Il faut savoir que ce titre d'ouverture, vous connaissez peut-être certaines ouvertures de Mendelssohn, dans celle du Songe d'unité, c'est un mauvais exemple, mais de la Belle Mélusine par exemple, l'ouverture de la Belle Mélusine ou une autre qui s'appelle Mer calme et heureux voyage, ce sont des ouvertures qui n'ouvrent à rien. Il n'y a pas d'opéra derrière, il n'y a pas de ballet ou de symphonie, c'est un petit morceau qui se suffit à soi-même. Là, ça va durer 7 minutes. Et alors, parmi les ouvertures de Schubert, celle-ci est sous-titrée dans le style italien. Et alors, pourquoi dans le style italien? C'est que Schubert était encore assez jeune, hein, il avait 19-20 ans. Et dans cette année 1816, c'est l'année où les opéras de Rossini ont commencé à être joués à Vienne. On jouait beaucoup d'opéras italiens à Vienne, même que ça. Vous connaissez la rivalité entre Mozart et Salieri, peut-être, hein, Salieri, compositeur italien, qui est traité dans le film Amadeus. Et donc là, on va entendre dans cette ouverture une influence revendiquée par Schubert, l'influence de la musique de Rossini. Alors je vous propose d'entendre l'allegro. Cette ouverture est construite en deux parties, une introduction lente, et puis au bout de 2 minutes démarre le thème guilleré qui va sonner déjà assez rossinien. Adjectif qu'on pourrait mettre sur cette musique, moi j'en ai déjà émis un ou deux, mais oui, joyeuse. Légère. Légère, oui, tout à fait. On est vraiment dans le Schubert très léger. À titre de comparaison, je vous ai choisi une ouverture de Rossini d'un opéra un peu de ces années, Le Siège de Corinthe. Je ne suis pas allée dans les ouvertures les plus célèbres, parce que peut-être que c'est pas celle-là que Schubert a eu à découvert. Qui commence un des opéras de Rossini, Le Siège de Corinthe, et on entend déjà ces coups un peu théâtraux, et puis ensuite vous allez entendre de nouveau un thème assez léger, et à un moment, une des particularités qui a marqué les contemporains de Rossini, c'était le crescendo rossinien, le crescendo orchestral, cette façon de faire grossir le volume d'une petite mélodie, simplement en demandant aux instruments de jouer de plus en plus fort, en répétant toujours et aussi en ajoutant des instruments par palier. Et plus il y a d'instruments, plus ça fait de bruit.
l'orchestre qui tient le discours en haleine. Et alors je repasse donc à l'ouverture de Schubert, un peu plus loin, vous allez entendre un peu ce même procédé de crescendo, et puis revenir une mélodie qui pourrait bien vous dire quelque chose. Ça s'amplifie, puis hop, on retrouve la mélodie juste après. Et cette œuvre a été créée en privé du vivant de Schubert chez un de ses amis violonistes, et la création publique date d'après sa mort. C'est son frère Ferdinand qui l'a fait jouer lors d'un concert caritatif en 1830, pas très longtemps après la mort de Schubert. Alors, comme c'est pas l'œuvre la plus importante du concert, je m'y attarde pas plus. Je ne sais pas si vous avez un commentaire ou une question. Mais ouverture, ça demande d'habitude. Donc il n'y a que l'ouverture. Oui. Oui. Pourquoi il l'appelle C'est une déformation, c'est-à-dire que les ouvertures, les opéras presque depuis leur origine avaient une ouverture. Donc ces ouvertures, elles avaient pour vocation un peu de rassembler l'attention de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des gros coups de cymbales, etc. pour un peu, ça va commencer. Donc en fait, elles ne sont même pas vraiment faites pour être écoutées, puisque vous savez bien que les gens venaient à l'opéra pour se voir entre eux, se raconter des histoires. Donc l'ouverture, ça passait comme ça. Et très souvent, d'ailleurs, les compositeurs les écrivaient au dernier moment, à la va-vite, une fois que l'opéra était déjà composé. Et puis c'était quand même petit à petit, les compositeurs ont commencé à se faire plaisir quand même, puisque c'est que l'orchestre et qu'il n'y a pas les chanteurs. On s'est dit, bah tiens, avec un orchestre, on peut faire pas mal de choses dans ce petit morceau de début. Et alors c'est arrivé qu'elles sortent du contexte, plutôt au cours du XVIIIe siècle, et que ça devienne un morceau, on met le terme d'ouverture, mais si vous voulez, on pourrait appeler pièce indépendante, par exemple. Et il y a l'ouverture des Hébrides. Je parlais des ouvertures de Mendelssohn, l'ouverture des Hébrides qui est assez connue et qui est magnifique. Et en fait, c'est petit à petit, au cours du XIXe siècle et de l'époque romantique, ça devient un poème symphonique, un mini poème symphonique, c'est-à-dire un récit en orchestre, une histoire racontée par un orchestre. Mais là, dans l'ouverture de Schubert, il n'y a pas du tout d'histoire, c'est purement musical. Donc effectivement, il y a deux genres d'ouvertures, si vous voulez, qui cohabitent. Il y a les ouvertures d'opéra, oui, et puis les ouvertures pièces autonomes. Alors avant d'arriver au concerto de Mozart, je voulais vous parler un peu de l'Orchestre national d'Île-de-France, qui a cette vocation, pas partagée par beaucoup d'orchestres en France, de faire rayonner le répertoire symphonique dans un territoire, le territoire de l'Île-de-France. Cet orchestre est financé par le Conseil régional d'Île-de-France, pour la part essentielle, et aussi par l'État, par le ministère de la Culture, ce qui lui vaut ce nom de national, orchestre national. Vous avez l'Orchestre national de Bordeaux, enfin tous les orchestres de région de France qui ont un certain nombre de musiciens et un cahier des charges bien précis ont ce label de national qui leur vaut une subvention publique, enfin de l'État en plus de la région. Et alors pour répondre à cette mission, l'orchestre est basé à Alfortville, pas si loin que ça d'ici, avec l'administration et la salle de répétition dans un bâtiment très agréable depuis plus de 10 ans, même de plus de 20 ans maintenant. Et alors on a des camions et on a des musiciens qui doivent tous avoir leur permis de conduire parce qu'ils passent leur temps à rayonner. Donc le concert que vous allez entendre le 15 avril, il a été donné à Villeparisis il y a quelques jours, il va être passé à Rungis le lendemain, le 16 avril, le 14. Il va passer à la Philharmonie, parce qu'on est un orchestre de région, mais Paris, ça fait quand même partie de la région. Donc tous les concerts qu'on donnait à Pleyel jusqu'à maintenant, depuis janvier, maintenant on est orchestre associé à la Philharmonie de Paris. Ce qui veut dire que on fait partie de cette entité, même si nos locaux ne sont pas hébergés à la Philharmonie, contrairement à l'Orchestre de Paris, qui est un des autres gros orchestres
coin. Et donc on est partenaires, on travaille ensemble avec la Philharmonie. Donc on joue à la Philharmonie 1 ou 2 fois par mois, ce qui est quand même beaucoup. Donc chaque programme qu'on va donner en se passe par Paris, et c'est important, et nos concerts sont toujours pleins d'ailleurs à Paris, parce qu'on a un public très fidèle. Donc chaque programme est donné et répété pendant une petite semaine à Alvorkline dans nos locaux, et puis ensuite va tourner 5 ou 6 fois, ou parfois jusqu'à 9 fois. Là, on atteint le maximum, parce qu'au bout d'un moment, quand même, les musiciens, c'est fatigant de donner le même programme plein de soirs de suite. Alors que d'autres orchestres n'ont donné que 2 fois au Théâtre des Champs-Élysées ou à la Philharmonie. Et puis je vous disais que cette mission éducative, cette mission d'action culturelle prend une part très importante dans cet orchestre. Je vous parlais des concerts où on fait chanter des enfants ou des adultes amateurs. Chaque année, on donne des programmes. Alors, on va puiser dans le répertoire des grands airs d'opéra, des grands airs d'oratorio. On fait des pot-pourris avec différents chœurs, mais on arrive à donner à ces chœurs amateurs un niveau pré-professionnel, et les résultats sont vraiment très beaux. Et puis donc on a une équipe de régie assez importante pour transporter les gros instruments que les musiciens, on ne leur demande pas de les transporter eux-mêmes quand même à chaque concert. Et alors on a un chef principal et directeur artistique, Enrique Mazzola, je crois que son nom est marqué, qui est avec nous depuis maintenant 3 saisons, chef italien, qui est formidable, qui fait la programmation de l'orchestre, qui aussi recrute, enfin fait partie du jury à chaque fois qu'il faut recruter des nouveaux musiciens. Mais ce n'est pas lui qui dirigera le concert héroïque, puisqu'il ne peut pas assurer tout. Il a aussi une carrière internationale, notamment de chef d'opéra. Donc c'est pas, heureusement, l'orchestre n'est pas toujours dirigé par le même chef. Et là, ce sera un chef anglais, un jeune chef anglais qui s'appelle Nicolas Colon, qui a déjà dirigé l'orchestre et qui est plein d'énergie aussi. Et puis j'oubliais de dire que l'Orchestre national d'Île-de-France, ce sont 95 musiciens salariés permanents. C'est un des très gros orchestres français. Pareil, vous n'aurez pas 95 musiciens, parce qu'à l'époque de Beethoven, la symphonie héroïque n'était pas écrite pour 95 musiciens. Donc on n'utilise pas tout. Par exemple, la harpiste, elle n'est pas dans cette nomenclature. Mais ça arrive parfois qu'on joue à 95, même plusieurs fois dans l'année. Et donc ces musiciens passent un concours. Certains sont à l'orchestre depuis sa fondation en 1974, d'autres arrivent chaque année. Et puis, aussi bien, passent toute leur vie dans cet orchestre. Et on est 20 dans l'administration. Je ne sais pas si vous avez une question en plus. Oui, l'origine des techniciens, c'est les vôtres ou vous fonctionnez avec la Philharmonie? C'est les nôtres. On a aussi souvent des intermittents parce qu'il faut aussi. Même parfois, l'orchestre en fait donne 2 programmes en même temps. On se divise. À 95, ça fait 2 fois 40 en fait. Donc 40, c'est le répertoire pour jouer une symphonie de Mozart ou des spectacles pour enfants aussi. Et dans ce cas-là, on a besoin de beaucoup de régisseurs, on embauche des intermittents en plus. Et quand on va à la Philharmonie, en fait, ou même quand on ira au Théâtre de Bagnères, on est accueilli par l'équipe technique du lieu. Donc nos régisseurs et eux se coordonnent et travaillent ensemble. Chacun son rôle, en fait. Nos régisseurs, ils chouchoutent les instruments de l'orchestre, ils savent exactement où il faut installer chaque chaise, puisqu'à chaque fois, on transporte nos chaises et nos pupitres. Ah oui, oui, oui. Et on transporte aussi des parsons. Les parsons, vous les verrez peut-être, ça ressemble à un pupitre en plastique transparent qui est posé derrière les musiciens pour les protéger des sons des instruments les plus sonores, pour protéger leurs oreilles, parce qu'il y a des maladies du travail dans les musiciens d'orchestre. Il y a des séquelles, c'est vrai, c'est pas des racontars. C'est vrai que ça se passe. Ouais. Si, il y avait une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne Arte, où ils expliquaient qu'il y avait des gros problèmes chez les musiciens, ils revoyaient. Voilà, et certains jouent avec des boucliers spéciales qui sont étudiés pour. Donc ne soyez pas étonnés, parce qu'on peut se dire, oh, ils font de la musique, ils ont des protections d'oreilles. Et au contraire, ça laisse passer juste les sons qu'il faut, et ça leur permet de jouer dans des conditions confortables. Alors, donc, après cette ouverture, vous allez entendre le concerto du couronnement de Mozart, qui est le concerto numéro 26, Köchel 537, donc un des derniers concertos de Mozart. Et son titre est trompeur, parce que ce sous-titre de couronnement fait référence au couronnement de l'empereur Léopold II à Francfort en 1789, donc, qui succède à Joseph II, que Mozart avait bien connu. Mais le concerto, en fait, a été joué la première fois en 1787. Il n'a pas été composé pour le couronnement, pas du tout. Et il n'a d'ailleurs pas été joué pour le couronnement, mais il a été joué à Francfort. Mozart, en fait, s'est débrouillé pour aller à Francfort, pour se faire connaître et pour essayer d'obtenir un poste auprès
parce qu'il y avait toute la haute société d'Europe centrale qui était réunie pour le couronnement. Et il n'avait pas été convié, alors qu'il avait un poste officiel auprès de la cour viennoise. Mais il n'avait pas été convié, ce qui devait un petit peu dur à avaler. Alors lui, il était quand même allé tout seul, il avait fait son voyage, et il a trouvé le moyen d'organiser ce qu'on appelle une académie. C'était le nom des concerts qu'on voulait à l'époque, des concerts d'orchestre, pas que d'orchestre d'ailleurs, de musique vocale aussi. C'était tout ce qui n'était pas dans les théâtres et dans les églises finalement, les académies. Et dans cette académie, Mozart a joué et dirigé en même temps, du piano, le concerto du couronnement. Que Léopold a pu entendre, mais ça n'a pas auguré, ça n'a pas débouché sur un emploi meilleur pour Mozart, pas du tout. Alors, on est en train de parler de Mozart comme interprète, c'est ça qui est intéressant dans tous les concertos de Mozart, c'est qu'on découvre aussi cet aspect de ce personnage, de ce génie, de Mozart pianiste. Il a fait toute une carrière, il avait beaucoup de succès comme pianiste à Vienne. Et alors, comme c'était sa propre œuvre et puis qu'il travaillait comme un fou, on dit que certaines parties de ce concerto sont inachevées, c'est-à-dire que ça a été édité avec quelques trous, parce que lui, quand il le jouait dans ses académies, il savait très bien où aller. Alors, écoutons l'entrée du piano. Alors, ce concerto débute par 2 minutes d'orchestre. Vraiment, avant, dans l'entrée du pianiste, on lui déroule un très très long tapis rouge, et écoutez comment, au bout de 2 minutes d'orchestre symphonique, le piano va être accueilli. Dans les premières mesures que joue le pianiste, qu'est-ce qu'on entend en fait? Ou qu'est-ce qu'on n'entend plus? On n'entend plus l'orchestre. On n'entend plus l'orchestre. Vraiment, le piano prend toute la place. Moi, c'est ça qui me marque dans tout ce concerto. Pour moi, c'est vraiment le dénominateur commun de ce concerto qui, comme tous les concertos, est en 3 mouvements. Un mouvement assez rapide, celui-là, un mouvement lent et un mouvement rapide pour terminer. C'est qu'il y a beaucoup de mesures où l'orchestre se tait. Ce qui fait que, bon, pour les musiciens, évidemment, c'est merveilleux d'accompagner un grand pianiste, mais c'est pas un moment où ils peuvent s'épanouir beaucoup dans leur partie. Voilà, c'est frustrant. Et puis l'orchestre est assez réduit là-dedans. Enfin, il y a des parties de... Enfin, l'orchestre, c'est un orchestre avec des voix, des clarinettes, des bassons, un petit peu de trompette qui joue vraiment très très peu, mais très discret. Et contrairement à d'autres concertos de Mozart où il y a beaucoup de contre-chants, de dialogues, là c'est vraiment rare. Et on va voir comment l'orchestre quand même est présent, mais il est vraiment essentiellement présent pour mettre le soliste en valeur. Alors justement, mettre le soliste en valeur, c'est notamment mettre sa virtuosité. C'est souvent à ça que sert un concerto. Donc je vous ai choisi un autre passage du premier mouvement. Vous allez entendre, ce sont ces passages de pure virtuosité qui ne sont pas thématiques. Le piano n'est pas en train de développer une mélodie, de présenter ce qu'on appelle un thème, mais de faire juste des formules, des gammes, des arpèges, des choses qu'on ne va pas arriver vraiment à chanter, mais alors qui sont impressionnantes à écouter ou à voir.
allez, on passe le plat, on passe une transition. Quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc vous retrouvez, enfin vous connaissez sûrement beaucoup ce concerto de Mozart, hein, on retrouve cette écriture pleine de délicatesse, mais néanmoins difficile à exécuter. Alors j'ai quelques détails croustillants dans la correspondance de Mozart, qui la première fois que Mozart a joué ce concerto, c'était à Dresde, en 1789, et oui, c'est ça, 1789. Alors il écrit à sa femme: très chère, excellente petite femme, comment encore à Dresde? Oui, mon amour, je vais tout te raconter à un cheveu près. Alors il explique tout ce qu'il fait dans le détail, et alors on arrive à... Et pendant le repas, la vie arriva que j'aurais à jouer à la cour, le lendemain, mardi 14, à 5h30 du soir. C'est une chose tout à fait extraordinaire pour ici, car en général, on arrive très difficilement à se faire entendre. Et tu sais que je n'y avais pas du tout attaché ma pensée. Donc là, on n'est pas à Francfort, hein, 2 ans plus tard, on est bien à Dresde, où il a ce concerto avec lui, puis il va trouver l'occasion de le jouer. Nous l'avons exécuté dans la chapelle, etc., etc. J'ai donné à ce petit concert le trio que j'ai écrit pour M. Puchberg. Il a été exécuté très convenablement, et la Douchek, Madame Douchek, a chanté une quantité d'airs de Figaro et de Don Juan. Le lendemain, à la cour, j'ai joué le nouveau concerto en ré. Le nouveau concerto en ré, c'est le concerto qui s'appellera du coup en ré, donc à la cour de Dresde. Et le jour suivant, mercredi 15, j'ai reçu une très belle tabatière, puis nous avons dîné chez l'ambassadeur de Russie, où j'ai beaucoup joué. Voilà les petits échos du journal, enfin c'est pas son journal, c'est les correspondances à sa femme. Et alors un peu plus tard, voilà ce fameux voyage à Francfort. Alors il y a beaucoup de lettres, c'est pas facile, on a envie de tout raconter, mais déjà ne serait-ce que ce début, Francfort sur le Main, 28 septembre 1790. Très chère, excellente petite femme de mon cœur. Nous arrivons à l'instant, c'est-à-dire à 1h de l'après-midi. Nous n'avons mis que 6 jours au voyage, donc de Vienne à Francfort, 6 jours. Hein, maintenant, ça serait 6 heures. Nous n'avons mis que 6 jours au voyage et nous aurions pu le faire plus rapidement encore si nous étions un petit peu reposés 3 fois la nuit, etc. Et puis alors, on arrive au moment où il va trouver l'occasion de jouer, après le couronnement. Aujourd'hui, à 11h, a eu lieu mon académie. Donc c'est lui qui l'organisait. Il n'était pas dans sa ville, mais il s'est débrouillé avec toutes ses connaissances, parce qu'il avait son réseau, Mozart, pour faire son académie, qui fut superbe du côté de l'honneur, mais d'un maigre succès au point de vue de la recette. Il y avait par malheur un grand déjeuner chez un prince et de grandes manœuvres des troupes essoises. Du coup, toute personne n'était là. Mais tous les jours de mon séjour ici, il y a toujours eu quelque obstacle de ce genre. Tu ne peux pas t'imaginer ce que sont les... Et puis il s'arrête dans sa phrase. Et alors, à propos de cette vie mondaine à laquelle il était à la fois proche et puis à la fois très loin dans l'esprit, et puis ici, tout est ostentation dans ce qu'on fait dans les villes d'Empire. Honoré, admiré, aimé, je le suis ici sans doute. Mais du reste, les gens d'ici sont encore plus grippe-sous que ceux de Vienne. Si l'académie réussit un peu bien, donc ça, il ne l'avait pas encore fait de son académie, c'était la veille. Si l'académie réussit un peu bien, je le devrai à mon nom, à la comtesse Hatzfeld et à la maison Schweitzer qui s'intéressent beaucoup à moi. Au surplus, je serai content quand ce sera fini. Si je travaille assidûment à Vienne et si je prends des élèves, c'était très important pour Mozart d'avoir des élèves au niveau financier, des élèves pianistes, hein, il était professeur de piano, nous pourrons vivre vraiment heureux et rien ne pourra me détourner de ce plan de conduite qu'un bon engagement quelque part dans une cour. Mais il n'a jamais eu cet engagement. Malheureusement. Et il y a une lettre qui date à peu près de la même époque, donc je vous en lis un dernier fragment. Donc Mozart avait un poste, je l'ai dit, à la cour de Vienne, mais c'était pas un grand poste. Il n'était pas à cette époque, le poste le mieux qu'on pouvait avoir, ça s'appelait maître de chapelle. Ça voulait dire un peu Enrique Mazzola, avec l'Orchestre National d'Île-de-France. C'est lui qui fait la programmation, qui dirige les orchestres, qui compose pour les orchestres, qui a aussi un lien avec la musique de théâtre, la musique d'opéra. Et lui, il était sous maître de chapelle, il était compositeur attaché à la cour d'Autriche-Hongrie. Et justement, le maître de chapelle, M. Hoffmann, était un très vieux monsieur. Alors Mozart se dit, tiens, peut-être qu'il va bientôt mourir, écrivons. Alors, à la très louable et très sage municipalité de Vienne, messieurs, lorsque monsieur le maître de chapelle Hoffmann est tombé malade, je voulais prendre la liberté de solliciter sa place. Mes talents musicaux, mes œuvres, ainsi que mes connaissances dans l'art sont connus à l'étranger. Voilà qui est intéressant, de savoir que Mozart vraiment rayonnait loin. Il a tout fait pour être reconnu en Italie. Parce que déjà enfant, il allait jouer partout. Il a eu
sont reçus à l'étranger, mon nom est partout honoré de quelques considérations et depuis quelques années, j'ai la faveur d'être en personne attaché comme compositeur à la très haute cour de ce pays. J'espérais donc n'être pas indigne de ces fonctions et mériter la bienveillance d'une très sage municipalité comme la vôtre. Cependant, monsieur le maître de chapelle Hoffmann est revenu à la santé. Et dans ces circonstances, comme bon, etc., il dit mais quand même peut-être qu'il aurait besoin d'un assistant parce qu'il est un peu vieux. Ça n'a pas marché, il n'a pas eu ça. Et là, il écrit ça en 91, mai 91, donc quelques mois avant sa mort. Et qui est-ce qui l'a remplacé quand il est mort Alors ça, c'est une bonne question. Ben oui. Je pose des colles là. Ouais, on pose une colle. Mais il y a des livres sur Mozart. Ouais, c'est une très bonne question. Dans le deuxième mouvement, donc j'ai la partition là, le tempo très exactement comment il est intitulé le deuxième. Larghetto, donc larghetto ça dure vraiment large, c'est-à-dire long, assez long. Moyennement large. Vous allez entendre un thème très simple, mais très très doux aussi, très très charmant, exposé par le piano et repris tout de suite après par l'orchestre. Quand je vous disais que dans ce concerto, le langage est relativement simple. Plus lent, ça vous a donné l'impression d'être plus lent? Oui. C'est plutôt vers la fin du mouvement, peut-être que le chef avait ralenti. Et puis, les cordes, voilà. Cette fois-ci, Mozart les a fusionnés. C'est pas l'un qui répète la mélodie de l'autre, mais il la joue ensemble, mais à l'unisson. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas du tout de contre-champ de mélodie qui ornemente autour. Les bois, on ne les entend pas. Un mouvement très simple, mais beau dans sa simplicité. On dirait les petites comptines. Oui, c'est ça. Je peux faire le deuxième. Une berceuse, un continué, on peut très facilement mémoriser. Ça fait partie des caractéristiques de ce qu'on appelle le style classique, le style de l'époque de Haydn, de Mozart et encore le tout début Beethoven et encore le tout début de Schubert, notamment grâce à ce qu'on appelle les carrures, avec une phrase et puis sa réponse tout de suite après, des mélodies qui montent et puis ensuite c'est logique, c'est plein, c'est complètement naturel. Ah oui, je vous avais mis aussi au centre de ce deuxième mouvement, quand même un passage un peu plus sombre, un petit peu plus complexe. Écoutez ce qui se passe dans l'orchestre aussi.
majeur, là, s'assombrit parce que la gamme utilisée à ce moment-là par Mozart, les rapports entre les notes ont changé et on passe dans le mode mineur qui automatiquement dans les oreilles occidentales évoque la tristesse. Et puis après ça se rééclaircit à la fin. Le soleil revient juste là où j'ai coupé. Mais l'orchestre est encore très discret. Parce qu'il y a quelques passages où vous entendrez le basson qui accompagne. Mais là il n'était pas. Et puis le troisième mouvement, alors comme assez souvent dans les troisièmes mouvements de concerto, a une forme de rondo. Cette forme de rondo qui correspond à la forme d'une chanson, c'est-à-dire l'alternance d'un refrain et d'un couplet. Et un refrain très, très allant, aussi assez enfantin. Voilà. Mais il faut que vous ayez des surprises le jour du concert, alors celui-là, je ne laisse pas de l'écouter. Et j'aimerais présenter le pianiste que vous allez entendre, qui est un jeune pianiste italien, Gianluca Caccioli, qui, comme Mozart, est pianiste et compositeur, et comme Beethoven aussi. Et comme non, il ne fait pas partie de l'orchestre alors. Ah non, il n'y a pas de pianiste dans l'orchestre. Oui, c'est très rare qu'on ait besoin d'un piano dans un orchestre. Stravinsky, enfin la musique du XXe siècle, mais sinon. Donc là, c'est un soliste invité. À chaque fois, on a nos invités qu'on recrute, enfin qu'on fait venir un peu partout dans le monde. Et donc là, un Italien qui compose, et c'est intéressant de savoir qu'il compose. Donc il a une carrière de compositeur. Alors son langage n'est pas du contemporain Boulez, ça va, c'est très soft. Ça va pas, vous ne l'entendrez pas parce que là, c'est pas de la musique de lui, mais c'est du contemporain tonal, comme on dit. Mais ce qu'il m'a raconté, ce soliste, c'est que les cadences, ça vous dit quelque chose, les cadences? Dans les concertos, c'est un passage où l'orchestre s'arrête et c'est écrit, ce qu'on appelle un point d'orgue, les instruments se taisent, et la musique n'est pas écrite la plupart du temps dans les concertos, et là le pianiste improvise tout seul en scène pendant le temps qu'il veut sur les thèmes qui ont été présentés, les mélodies du mouvement qui est en train de se terminer, et souvent il y a une cadence soit dans les 3 mouvements, soit dans le premier et le troisième, et une cadence peut être très courte ou très très longue, selon que le compositeur, l'interprète se lâche. Alors petit à petit, les compositeurs ont commencé quand même à les écrire, les cadences, et notamment dans les concertos de Beethoven, les cadences sont de Beethoven, mais libre aux interprètes de réécrire une cadence pour retravailler à leur manière la musique de Beethoven ou de Mozart. Et donc là, c'est le cas. Gianluca Caccioli va vous interpréter des cadences dans le premier et le troisième mouvement de lui. Et en plus, il m'a même dit qu'il a déjà joué ce concerto il y a plusieurs années, mais là, pour cette série, avec cet orchestre, il a réécrit les cadences. Donc vous allez entendre quelque chose que personne d'autre a entendu. Donc ça, je ne peux pas vous le passer par la force des choses, ça sera du live. Et alors maintenant, moi je voudrais qu'on accueille M. Beethoven, avec sa tête un peu renfrognée, et la symphonie qui a donné le titre à ce concert, la symphonie héroïque. Sachez que cette symphonie, c'est le chef d'orchestre Nicolas Colonne qui voulait la jouer. Parfois, quand on demande à un chef, on invite un chef, il peut un peu choisir son programme quand c'est lui qui dirige. C'est pas Enrique Mazzola. Et puis, il voulait diriger la symphonie héroïque. Alors, je pense qu'il va bien la diriger. Et alors, je lui ai demandé un petit peu s'il avait des passages préférés, ou pourquoi cette symphonie. Il m'a dit, tout simplement parce qu'elle est belle, et puis tout est beau, et puis voilà, sans commentaire. Mais bon, moi, il faut bien que je commente. Alors, on va rentrer dans cette symphonie, ce monument de l'histoire de la musique. Victor Hugo était trop petit pour la 9e aussi. Ah oui. Ah oui. Vous avez entendu que si ça avait été la 9e symphonie, elle n'aurait pas tenu au théâtre de Bâle. Celle-là, elle est énorme, pas que dans les proportions de l'orchestre, mais surtout dans les proportions de la durée, et puis dans ce qui s'y passe à l'intérieur dans la musique. Donc c'est une symphonie qui porte bien son nom. Mais on va justement voir tout ce qui concerne les héros. Il y a plusieurs héros dans cette symphonie. Alors par quoi commencer? D'abord par l'anecdote très connue de la dédicace à Bonaparte de cette symphonie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc Beethoven compose sa 3e symphonie dans les années, la jeunesse s'étale sur plusieurs années, mais c'est entre 1801, 1802, 1803. Et à l'origine, il voulait la dédier à Bonaparte. Beethoven avait une grande admiration pour Bonaparte. Je vais vous en dire quelques mots d'un historien, parce qu'on a déjà fait un concert Beethoven au début de l'année. Enrique Mazzola a décidé que pendant son mandat à l'orchestre, il voulait faire l'intégrale des concertos de Beethoven. Et cette année, en 14-15, on a fait l'empereur, on a parlé déjà de Napoléon. Parce que
c'est l'empereur, c'est un dernier concerto de Beethoven, a été composé au moment du siège de Vienne dans les années 1808 par les troupes napoléoniennes. Et donc cet historien spécialiste de Napoléon nous avait parlé au public du rapport entre Beethoven et Bonaparte, et il disait que Beethoven était, comme beaucoup de ses contemporains, fasciné par l'ascension extraordinaire de Bonaparte, et bien avant que Bonaparte devienne empereur, et que Beethoven voyait en Napoléon le symbole d'un héroïsme d'un type nouveau. Il disait, comme Hegel, enfin il pouvait reprendre les propos de Hegel, que Bonaparte était une individualité qui embrasse l'univers pour le dominer. Une individualité, le rapport entre l'individu et l'univers, le collectif, pour le dominer. Donc une fascination. Victor Hugo, Chateaubriand, Balzac aussi admiraient beaucoup Napoléon. Il disait qu'il voulait être Napoléon dans la littérature. Peut-être que d'un certain côté, on va voir si Beethoven ne voulait pas être Napoléon dans la musique. Est-ce qu'il a réussi? Une dernière fois. Et oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, il a eu un destin différent. La différence. C'est ça. Et justement, vous faites la transition vers cette anecdote, c'est que donc il composait cette symphonie en pensant à l'ascension de Bonaparte, les idées de la Révolution française, de la liberté, de l'égalité des peuples, des hommes. Mais quand Beethoven apprend que Napoléon s'est fait sacrer, que Bonaparte s'est fait sacrer empereur, un de ses contemporains qui a fait une biographie raconte que Beethoven s'est écrié « Ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire. Maintenant, il va fouler aux pieds tous les droits humains. Il n'obéira plus qu'à son ambition. Il voudra s'élever au-dessus des autres. Il deviendra un tyran. » Alors, on raconte que Beethoven alla vers sa table, saisit la feuille de titre de la symphonie héroïque dans ses esquisses, la déchira de bout en bout, la jeta